Chers amis téléspectateurs de la RTVS1, amis et téléspectateurs de l'émission Au cœur de la société, nous sommes là une fois de plus chez vous pour vous parler cette fois-ci de la loi, de l'exécution de la loi des finances exercice 2022. Comme vous le savez, le gouvernement de la République, à travers le ministère de Finances, je cite le ministre Nicolas Kazadi, a accompli des exploits, chose qui n'a jamais arrivé en République démocratique du Congo. En 6 mois, l'État congolais a pu mobiliser plus ou moins 6 milliards de dollars américains. Et je pense que c'est une prouesse pour la RDC. Plusieurs politiciens, techniciens ont salué ces avancées. Et reste à savoir par rapport aux accomplissements et au fonctionnement, pourquoi pas, au départage des différentes rubriques. Comment sera départagé? Est-ce que les secteurs pauvres dont on a toujours fait allusion par le DEP, est-ce que la population congolaise va se retrouver à travers la santé, l'éducation et ainsi que l'agriculture? Alors ce soir pour vous, nous recevons, il s'appelle Valérie Mandianga, il est chargé de communication de l'Observatoire de la dépense publique. C'est avec lui que nous allons décrypter cette loi des finances exercice 2022. Alors, M. Valérie Mandianga, et je pense que vous n'êtes plus à présenter, d'aucuns vous connaissent comme expert dans le milieu des finances. Et la première question que je vais vous poser, comment l'État congolais a fait pour mobiliser autant d'argent en 6 mois? Chose qui paraissait presque impossible dans l'État. Bon, nous sommes habitués à analyser la situation. J'aimerais vous dire que pour nous, ce n'est pas vraiment une surprise. Parce que nous l'avons toujours dit que dans notre pays, on peut mobiliser plus que ça. Lorsque vous regardez les anciennes statistiques, les dépenses réelles de l'État congolais sont environ 70 milliards. Ce sont des chiffres qui sont vrais. Et lorsque vous regardez les différents rapports des conférences budgétaires et les différents cadres budgétaires à moyen terme, vous allez découvrir que c'est ça les montants. Maintenant, la mobilisation ne suit pas. Pourquoi la mobilisation ne suivait pas? Parce qu'il y avait la corruption, il y avait l'absence des dispositifs nécessaires pour lutter contre la corruption. Le coulage des recettes. Effectivement. Et là, vous avez des dispositifs, par exemple, qu'on venait de mettre au niveau de la DGI. Il y a les logiciels ISIS et Régie qu'on a mis en place. Et ces logiciels ont permis de booster nécessairement les recettes. Mais nous ne sommes pas encore à notre soif parce que nous avons toujours demandé qu'on puisse mettre en place des très bons logiciels pour connecter toutes les régies financières. Et là, nous avions demandé, je me souviens en 2017, qu'on mette en place l'autorité nationale des revenus. C'est-à-dire qu'on fusionne. Vous avez la DGI, la DGRAD et la DGDA, tous interconnectés. On peut avoir des directeurs ou des responsables, mais au niveau numérique, il y a un service centralisé qui contrôle tout paiement. C'est ça. Et en 2015, nous avons eu des experts rwandais qui sont venus dans notre pays pour la TVA. Lorsque vous achetez par exemple un savon auprès des Chinois, lorsqu'on prélève la TVA, au même moment, la direction générale capte les prélèvements. Mais ici, dans notre pays, je te dis, hier, je suis allé payer l'abonnement à Canal+, j'ai dit, j'irai déclarer la TVA. On m'a dit, tu vas aller déclarer ça où? Parce que le mécanisme n'est pas mis en place. On nous vole. Et nous avons demandé qu'on mette en place des dispositifs nécessaires, par exemple les caisses enregistreuses, pour que lorsque vous achetez, même dans des supermarchés, au même moment, la DGI capte. Donc ça fait partie des éléments qui pourront nous aider facilement Effectivement, pour aller à accroître notre budget. C'est pourquoi nous avons dit que ce qui a été fait, c'est à saluer, mais on n'est pas encore arrivé. Parce que si vous regardez les statistiques de 2013 à 2016, avec l'ancien Premier ministre Matata, les 5 milliards qui ont été réalisés en 6 mois, c'est pratiquement des recettes annuelles.
C'est ça. Les recettes annuelles. Mais aujourd'hui, il y a quand même la volonté, il y a la lutte contre la corruption, les gens ont quand même peur. Mais je vous dis que nous ne sommes pas encore arrivés là. Notre pays, nous sommes capables de mobiliser 20 milliards en 6 mois. Si par exemple, on met en place des très bons dispositifs qui devraient nous permettre de lutter contre la corruption et la fraude fiscale. Si vous regardez tous les services d'assiette, nous en avons pratiquement 36. Tous les services d'assiette de notre pays. Mais pourquoi on a allusion, on nous donne l'impression d'en avoir que 3? Parce qu'on parle de la DGI, DGDA et puis... Je vais m'expliquer. La DGRAD encadre un nombre de services. Tous ces services-là font la première étape qu'on appelle la constatation, et ainsi de suite. Parce que la DGRAD intervient à la deuxième étape, la phase qu'on appelle la phase comptable. C'est comme ça que ça se passe, c'est pourquoi on nous appelle les services d'assiette. Et tous ces services-là, c'est là où vous avez le ministère des Mines, c'est là où vous avez le ministère des Hydrocarbures, c'est là où vous avez le ministère des Télécommunications. Vous savez, les télécoms chez nous, nous avons des milliards qui coulent. Mais nous mobilisons moins de 500 millions de dollars que nous mobilisons dans le secteur des télécoms. Et pourtant, si on encadre, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons faire plus que ce qui a été fait. Apparemment, vous parlez de mécanismes électroniques, numériques qu'on doit mettre en place, mais n'est-ce pas que c'est l'IGF aussi qui a permis? Non, vous savez que l'IGF fait ce qu'on appelle cette patrouille financière. La patrouille ne se fait qu'à Kinshasa. En province, ce sont des petites missions. Moi, j'ai circulé plusieurs provinces dans notre pays. J'étais par exemple au sud Kivu au mois de mai. Mais je vous dis, je suis allé visiter notre poste frontière avec le Rwanda. Mais il faut voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Est-ce que l'IGF est là-bas? L'IGF n'est pas là-bas. C'est pourquoi nous avons toujours demandé qu'on puisse réhabiliter la Cour des comptes. Pourquoi la Cour? Parce que la Cour des comptes, si vous regardez la loi, la Cour des comptes a la possibilité de s'implanter au moins dans toutes les provinces et aux côtés des assemblées provinciales pour faire les audits. Mais là, imaginez, l'IGF à Kinshasa, ce qui se passe à Bukavu, à Goma, ce qui se passe à Kasumbalesa, l'IGF n'attend qu'une dénonciation pour descendre. Mais si nous avons des services habilités, la Cour des comptes, les autres services de contrôle qui sont renforcés au même niveau que l'IGF, parce que l'IGF aujourd'hui a un gros budget qui dépasse les 30 millions de dollars. Il est contrôlé par qui? Ah, c'est ça le vrai problème. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes peut aller contrôler l'IGF. La Cour des comptes peut aller contrôler l'IGF. Mais la Cour des comptes, c'est une juridiction financière. C'est ce qu'il faut savoir. Si vous lisez la Constitution, c'est une juridiction financière reconnue par la Constitution. Donc, la Cour des comptes peut prendre des arrêts sur, peut faire des constatations sur des dépassements budgétaires, sur la mauvaise gestion des comptables publics, tout ça, vous voyez. Donc ça, c'est tout un tout qui pourrait nous permettre de maximiser davantage les recettes. Mais pourquoi l'IGF qui fait la patrouille financière, apparemment on a l'impression qu'il ne vient qu'en aval et non en amont? Je donne l'exemple du concert de Wenge Musica, concert de la réconciliation le 30 juin dernier. L'IGF, est-il été associé? Je ne sais pas. Est-il été associé? Je ne sais pas. Mais là, on se rend compte que 500 000 dollars a été déboursé et l'IGF sort après pour demander des justifications. Si vous regardez, je suis un peu tiqué de voir que les dépenses urgentes, pendant la période, c'est 12,6%. La norme dit qu'il faut 5. Urgente. La norme dit qu'il faut 5. Alors qu'on est en guerre, voilà. Ça chauffe à l'est. Et cette dépense-là, c'était une dépense urgente. Est-ce qu'elle est éligible pour dire que cette dépense-là, elle est urgente? Non. La dépense urgente, c'est par exemple, vous avez Ebola, vous avez la guerre à l'Est, catastrophe humanitaire. Catastrophe humanitaire, ce sont ces dépenses-là qu'on classifie. Et ça ne peut pas dépasser le seuil de 5%. Mais ici, nous sommes à 12%. C'est pourquoi nous devons constater de tels dégâts, où 500 millions, on a décaissé, c'est tombé entre les mains de je ne sais moi qui, c'est pas la première fois. Je crois que c'est au mois de janvier ou février où le ministre des Finances l'avait très bien dit, qu'il avait fait un mauvais décaissement, une mauvaise autorisation de sortie. Tu vois? C'est-à-dire qu'on doit respecter les circuits de la dépense publique. Si tous les acteurs qui interviennent dans les circuits de la dépense publique, et chacun joue son rôle, je crois qu'on peut éviter ça. Parce que nous ne nous servons pas des leçons dans notre pays. Nous avons suivi le procès des 100 jours. C'est pratiquement la même leçon, avec l'histoire de Wenge Musica Maison Mère. 4x4, je m'excuse, voilà. Tout terrain. Vous voyez, on a donné 500 000 dollars. C'est pas mauvais de soutenir les artistes. Ça rentre dans la politique publique. Est-ce qu'il était nécessaire que ça sorte en mode d'urgence? C'était nécessaire. En voilà encore une question. C'est ça. La Cour des comptes est en train d'être installée, pas totalement, parce que jusque-là,
je dirais le magistrat, le juge de la Cour des comptes ne sont pas encore en train de travailler, mais on apprend une ordonnance de la présidence de la République en train d'envoyer à la retraite quelques membres de la Cour des comptes. Je voudrais vous informer que la Cour des comptes, le président ad intérim qui était là, il était très âgé. En principe, il devait partir. Il avait plus de 80 ans. Déjà fatigué. Il devait partir. Il était nécessaire de rajeunir et aussi que le président de la République reçoive les serments. Il n'est pas seulement, pour nous, c'est pas seulement utile de nommer, mais il faut recevoir les serments. Parce que vous nommez ces gens-là. Il y a 52 magistrats qui sont là, ils ont suivi des cours. Ils ont été nommés d'ailleurs depuis 2013 par l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Ils ont été nommés, ils sont là. Ils gagnent de l'argent, mais ils n'ont jamais prêté serment. Et le budget également de la Cour des comptes, c'est un budget médiocre. La Cour des comptes, on vous dit non, moi j'ai besoin seulement de 17 millions. Mais c'est peu, parce que l'IGF annuel est doublé. C'est peu pour que la Cour des comptes fasse le travail. C'est-à-dire que pour l'instant, il est urgent qu'on puisse organiser la prestation des serments des nouveaux magistrats qui ont été promus. Et tout cela, ils doivent... Moi, je connais même les nouveaux présidents qu'on vient de mettre. C'est une question qui revient à tout moment. Là. Oui. Ça profite à qui, ces retardés? Non, ça profite à ceux qui détournent. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas redynamiser la Cour des comptes. Ils ne veulent pas parce que si vous avez l'IGF, vous avez la Cour des comptes qui travaille en synergie. Mais je pense que beaucoup de choses peuvent changer. Nous allons prendre cette fois-ci la matière tant entendue, les grandes tendances budgétaires de cette loi des finances 2022. Là, je vous renvoie la parole. On est dans le fonctionnement, rémunération. Comment ça se passe? Oui, tout le monde, même nous avons tous salué l'accroissement des recettes. Mais il se pose aujourd'hui un problème de la justice distributive. Est-ce que la clé de répartition respecte les souverains primaires? C'est d'ailleurs votre leitmotiv de l'ODEP. Effectivement, c'est ça le vrai problème. Parce que si vous regardez les grands temps, vous avez pratiquement 61%, 61,3% de ces montants-là, on en a utilisé pourquoi? Pour les rémunérations et le fonctionnement. 61%, rémunération et fonctionnement. Investissement et... Attendez, je vais calmement. Et si vous regardez les investissements, si je fais les calculs, on n'est même pas arrivé à 10%. Ce qui a été décaissé. Parce que néanmoins, vous avez encore d'autres dépenses, par exemple les dépenses qui sont faites par l'apport extérieur. Ça, ce n'est pas encore capté ici, parce que le mécanisme est très lourd. Ce n'est pas encore capté. Mais ça, nous parlons de ce que nous-mêmes nous mobilisons. C'est que l'État congolais lui-même mobilise et fait la distribution auprès des différents secteurs. Et vous avez jusqu'aujourd'hui, il y a des non-consommations et sous-consommations. Si vous regardez tous les services, on paye très bien la rémunération. Mais les investissements, on ne les paye pas. Pourquoi on ne paye pas les investissements? Comment on peut stimuler la croissance d'un pays dès lors que l'État n'investit pas? Ça, c'est un très grand problème pour nous. Et si vous scriptez, ligne par ligne, les dépenses qu'on appelle urgentes, ce sont des voyages, ce sont... vous avez évoqué récemment les concerts là de Wenge Musica. De Wenge Musica qu'on vient de financer. Et vous avez encore là-dedans les funérailles, et vous avez des billets de voyage. Mais parce que la population congolaise voudra vraiment savoir, ça chauffe à l'est de la RDC, l'armée. Je sais que c'est un secteur, je dirais, où la sûreté de l'État compte plus, mais est-ce qu'il y a des chiffres qui démontrent suffisamment que pendant cette période où on est attaqué de l'autre côté, il y a accroissement oui, effectivement, il y a accroissement. Je voudrais un peu épargner le public à prononcer des chiffres parce que nous sommes en guerre et je ne voudrais pas qu'il y ait demain qu'on dise voilà, ils veulent intoxiquer. Non. Mais nous savons que le montant qui est alloué actuellement ne suit pas. Ne suit pas les besoins. Ça doit suivre le gros du budget de l'armée aujourd'hui, ce sont des rémunérations. Mais les rémunérations en question, on paye qui? Il faut qu'on puisse continuer à scripter davantage, à répertorier ceux qui bénéficient de ces fonds-là. Ça, c'est un grand problème. Et même les investissements au niveau de l'armée, c'est trop faible. C'est comme dans tous les secteurs. L'État investit moins. Mais, si vous regardez la tendance, aujourd'hui, par rapport à 2021, il y a un accroissement pratiquement de plus de 50%. De plus de 50% des recettes.
Si vous allez au ministère du budget, les gens se posent des questions. L'argent là, ça va dans la poche de qui? Les gens se posent des questions parce qu'on ne le ressent pas. On lance des projets. Est-ce qu'à Kinshasa, nous avons besoin d'un projet tel que Kinshasa Zéro Tour? Est-ce que nous en avons besoin? Mais est-ce que la population vous dira le contraire? Prochainement, nous roulons sans problème. Non, je vous dis que prochainement, nous allons revenir ici. Le projet là, à long à large, comment ça a été exécuté. Nous voyons, on vous dit, écoutez, c'est à 50%, c'est à 80%. Nous allons vous dire ce qui se passe réellement dans ce projet-là. Je reviendrai ici, on va en parler en long, en large. Et à ce temps-là, l'opinion comprendra que nous n'avions pas besoin de ce projet-là. Encore une question, qu'est-ce qui se passe quand c'est un projet piloté par la présidence de la République? D'abord, d'où provient le moyen? C'est dans le budget du fonctionnement de la présidence de la République ou c'est la caisse, le budget national qui va... D'abord, je vais vous dire que tous les projets, depuis, je crois, aujourd'hui 3 ans, tous les projets spéciaux sont pilotés par la présidence de la République. C'est une entorse à la loi parce que la présidence de la République n'est pas responsable devant le Parlement. C'est le gouvernement qui pilote l'action gouvernementale. Alors, si le gouvernement pilote, au cas où il y a... Mais au moins le projet Zéro Tour était piloté par le Premier ministre. C'est un projet du gouvernement. Non, le Premier ministre est allé juste de manière protocolaire. Nous connaissons qui pilote, c'est une équipe de la présidence. Les différents conseils ne doivent pas se mixer dans l'exécution des projets. Vous savez, dans notre pays, pas seulement dans notre pays, partout au monde, les marchés publics occupent une place très importante dans la dépense publique. Et plus de 60% de la dépense publique passe par les marchés publics. Ou les passations des marchés ne tiennent pas en compte aussi. Et je vous informe que l'autorité de régulation des marchés publics aujourd'hui est fragilisée. On a suspendu les responsables numéro 1 de l'autorité de régulation des marchés publics. Et tous les marchés publics qui se passent aujourd'hui, c'est de gré à gré. Donc, plus même de 90%, je peux dire aujourd'hui, ça se passe de gré à gré. L'autorité de régulation des marchés publics qui doit travailler sereinement, parce que vous savez, il y a une partie des marchés qui passent par les partenariats publics-privés, dont l'avis de non-objection doivent être accordés par l'autorité de régulation des marchés publics. Aujourd'hui, vous avez suspendu et ils veulent mettre quelqu'un, un parachutiste, quelqu'un qui ne maîtrise pas les quelqu'un qui ne maîtrise pas les marchés publics. On veut le mettre à la tête de l'autorité de régulation des marchés publics. Nous disons non. Ça vous inquiète? Non, mais qu'est-ce qu'on veut faire alors? On veut avoir quelqu'un qui va commencer à signer ses mains de papier sans vérifier. Sans vérifier, pourtant. Et pourtant, les contrôles des marchés publics doivent passer par l'autorité de régulation des marchés publics qui a son rôle à jouer, ainsi que la direction générale du contrôle des passations des marchés publics. Ils doivent travailler sereinement pour que la dépense publique puisse aider à la lutte contre la pauvreté et accroître le revenu de la population. Chaque année, vous revenez sur les mêmes propositions, sur les mêmes observations dont le gouvernement de la République ne tient pas compte. Clairement, c'est connu de tous que le budget de la RDC, c'est un budget juste pour miroiter l'extérieur. C'est un budget qui n'est pas exécuté. C'est un budget qui n'est pas exécuté. Imaginez, posez la question même au professeur Mokoko Sama, qui a été l'ancien ministre du budget, il vous le dira, que les projets que vous voyez là, dans le budget, ce sont des projets qui datent de 10 ans passés. On n'a jamais exécuté ça. Il n'y a même pas de fiches d'analyse de projet, ça n'existe pas. L'État ne prévoit pas un mécanisme ou encore des structures. Mais non, il y a des structures qui sont là. Vous savez, dans chaque ministère, il y a la direction qu'on appelle la direction d'études et planification. Cette direction-là, c'est ça son rôle, d'implémenter des projets. Mais toutes ces directions-là ne fonctionnent pas. Nos frères qui sont là, ils dorment. Les projets sont exécutés par des cabinets de ministres. Et pourtant, ce sont des cabinets politiques qui doivent s'appuyer sur l'administration. L'administration, elle est fragilisée, mais ce sont des cabinets politiques qui travaillent. Maintenant, comment pouvons-nous avoir de l'impact sur la prestation des services publics? On ne pouvait pas en avoir parce que ceux qui implémentent ne sont pas là pour atteindre des résultats, mais plutôt pour remplir des poches. C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi chaque année, nous revenons sur les mêmes problèmes, nous revenons sur les mêmes faits. Parce qu'on n'exécute pas les budgets. On ne l'exécute pas. Imaginez les débats budgétaires à l'Assemblée nationale. C'est 40 jours. Mais on vous amène un projet de loi pour qu'on puisse débattre pendant 10 jours. Donc vous ne participez pas aussi malgré vos différents, je crois, entretiens avec certains députés.
nationaux avec qui vous prenez langue régulièrement. Les sérieux sur l'exécution du budget doit commencer par l'élaboration. C'est-à-dire que les 40 jours reconnus par la loi doivent être utilisés in extenso. On ne peut pas déposer, le Premier ministre tel que l'année passée, il a déposé les projets de loi de finances le 15 septembre. Mais le projet de loi a traîné pendant plus de 2 mois à l'Assemblée nationale sans débat. Et après, on vient programmer les documents budgétaires, les débats pratiquement pendant 10 à 15 jours. Les documents budgétaires, c'est 8 documents. Et ce sont des centaines de pages. Donc, si on peut comprendre aujourd'hui, on dira que ce que Matata n'a pas pu faire, ce que Matata a fait en une année, Nicolas Kazadi l'a fait en 6 mois. Il n'y a pas eu de grandes réformes. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on puisse on constater a que Nicolas Kazadi... On a augmenté la production de non minéraux. Vous savez que le gros des recettes publiques proviennent du secteur minier. On a augmenté la production et cela a coïncidé avec la hausse des prix au niveau international. C'est ce qui nous a permis de capter plus de revenus. Mais si maintenant cette hausse de production devrait être suivie par de grandes réformes, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des efforts, certes il y a eu des efforts, mais nous devons pousser vers l'avant. Nous ne pouvons pas croiser les doigts pour dire non, écoutez, nous avons mobilisé 5 milliards, c'est un exploit, c'est fini, on croise les doigts. Moi j'ai rencontré plusieurs fois le ministre des Finances dans des réunions, tout ça, il en parle. Il est dit clairement même lui-même que nous devons travailler davantage. Il a toujours dit que je voudrais que tout le monde puisse avoir le même entendement pour que nous puissions aller de l'avant. Mais je vous dis que le Congo n'est pas Kinshasa. Le Congo n'est pas Kinshasa. Ces recettes-là, pratiquement, ce sont des recettes, quelques recettes qu'on a essayé un peu de collecter dans le secteur minier, mais qui ne représentent pas le potentiel fiscal de notre pays. Je vous ai parlé de la réforme de la TVA. Exactement. La TVA, aujourd'hui, la réforme, ça piétine. Ça piétine. Si on installe, par exemple, les caisses enregistreuses, prenons seulement le marché central de Kinshasa, dans chaque maison d'un Libanais. Vous savez, même il y a des mamans qui ne comprennent pas que quand je paye, il y a la TVA qu'on me retire. Les exonérations, nous l'avons toujours dit que c'est légal. Les exonérations sont légales. Mais on en a abusé. On en a abusé, c'est-à-dire que moi je suis exonéré, je prends mes documents, toi tu les utilises. Voilà. On en a abusé. C'est ce qui a fait que nous puissions perdre environ 5 milliards, comme l'IGF l'avait dit. L'IGF est venu tout simplement répéter ce que nous, au niveau de la société civile, nous avions dit en 2016. En 2016, nous avions publié un rapport dans lequel nous avions très bien dit que, à travers les exonérations fantaisistes, l'État perdait 4,7 milliards. C'est pratiquement le même rapport que l'IGF est venu révéler. Donc, l'IGF n'a pas dit quelque chose. Avant de poursuivre, je dirais, l'ODEP, à travers d'autres structures de la société civile, vous avez soutenu les accords que le président Félix Tshisekedi a signés avec Dan Gettler par rapport aux carrés miniers, certains carrés miniers que le gouvernement a récupérés. Mais après un certain temps, on a compris qu'il y a eu une réticence de certaines structures. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans une procédure de plaidoyer, on ne peut pas tout avoir au même moment. C'est-à-dire que vous avez des résultats d'étapes. Vous avez à court, à moyen et à long terme. C'est-à-dire à court terme, on a récupéré. Maintenant, il faut que les plaidoyers continuent. Les gens ne sont pas réticents, c'est-à-dire que les plaidoyers continuent. Les gens continuent avec les plaidoyers. C'est comme nous faisons les plaidoyers dans les cas d'exécution du budget. Tu viens de me dire, mais c'est comme si vous parlez la même chose. Non, mais pour une fois, votre crédibilité, je parle de l'ODEP, a été remise en cause. Vous voir l'ODEP. Beaucoup ne connaissent pas ce que c'est la stratégie de plaidoyer. Beaucoup ne connaissent pas. Nous ne sommes pas là pour faire du populisme. Et écoute, moi je l'ai toujours dit aussi que dans une démarche de plaidoyer, on ne doit pas rester tout simplement... On n'est pas opposant au pouvoir. La société civile n'est pas opposant au pouvoir. Mais nous nous confrontons, on se confronte aux idées. Ce sont les idées. C'est-à-dire que nous avons eu la fois passée un débat oulé avec l'IGF autour des dépassements budgétaires. C'était des idées. Ce n'était pas que nous, en tant que des individus, on était en conflit avec la personne d'Alinguette. Non. C'est-à-dire que ce sont des idées qui ont triomphé. C'est la science qui doit triompher. Mais rien n'a changé aujourd'hui. Nous avions dit que la DGI pouvait nous mobiliser 3 milliards. Seule la DGI peut nous mobiliser le minimum 3 milliards. Nous l'avions dit, on ne nous comprenait pas. Mais aujourd'hui, on est tenté d'avancer vers la bonne direction. On est tenté d'y arriver. Parce qu'aujourd'hui, la DGI est tentée de fournir des efforts. C'est pourquoi nous avons dit, il faut qu'on puisse doter la DGI des caisses enregistreuses pour mieux collecter la TVA. La DGI, elle peut nous donner même 5 milliards. Même 5 milliards. Jusque-là, victoire d'étape, 5 milliards, avant qu'on puisse voir plus.
Vous voyez, donc nous sommes là pour encourager. On a des victoires d'étape en tant que société civile et il y a aussi à faire, même dans le cadre de cet accord-là. On avait dit que tout n'était pas clair. Mais Mais ça ne vous a pas empêché de vous afficher aux côtés des autres pour mais ce n'est pas un problème accréditer parce que la démarche du chef de l'État. Non, mais c'est lui qui est l'autorité, c'est lui qui exécute. C'est lui qui exécute. Nous, on avance, il exécute. Nous formulons des observations. Si, sur les 10 recommandations, une de nos recommandations a été mise en œuvre, faut-il tout balayer ou bien il faut continuer à argumenter autrement? Moi, je pense que nous sommes dans une stratégie de plaider. Vous savez, nous avons aujourd'hui les programmes, la gratuité de l'enseignement. Nous avons toujours demandé qu'on puisse résorber les gaps de tous les enseignants non mécanisés. Mais aujourd'hui, est-ce que nous ne pouvons pas dire que nous avons remporté une victoire d'étape? Et si nous ne pouvons pas encourager cette politique, mais nous savons que la gratuité n'est pas totalement un échec. Il y a eu des résultats, mais il faut revoir cette gratuité pour permettre à ce que nous ayons une éducation de qualité. Parce qu'à l'allure où nous y allons, nous n'aurons pas une éducation de qualité. Alors, avant de parler de projection 2023, les niveaux de recettes publiques pour cette année 2022, on en parle aussi. Vous, à votre niveau, il faut qu'on revienne sur le secteur pauvre. J'insiste sur le secteur pauvre parce que ça, apparemment, rien n'est changé. L'éducation, pouvez-vous nous dire, malgré la gratuité de l'enseignement, combien ce projet de loi des finances a réservé pour l'éducation, les finances, l'agriculture ainsi que d'autres secteurs? On est encore au niveau de, nous appelons ça préfiguration budgétaire, c'est-à-dire ce n'est pas encore arrêté, ce n'est pas encore débattu, jusque-là c'est au niveau d'abord des discussions. Il n'y a pas encore un montant mais qui a été arrêté. Mais c'est là où tout se passe? Oui, là on est en train de discuter d'abord, on a discuté des politiques publiques, c'est-à-dire des priorités. Qu'est-ce que nous pouvons mettre pour 2023, qu'est-ce que nous pouvons enlever? C'est ce que nous avons fait comme travail parce qu'on nous a présenté des gaps. Des gaps, par exemple, le gouvernement dit j'aurai des dépenses de l'ordre de 86 000 milliards de francs congolais. Là, si vous calculez en dollars, pratiquement nous sommes à quelques 40 milliards de dollars américains à mobiliser entre 2023 et 2025. Si vous faites la tranche annuelle, nous sommes pratiquement à environ 12 milliards de dollars à mobiliser la tranche annuelle. Mais nous pouvons mobiliser ça. Il est possible de mobiliser ces montants-là en interne si nous mettons en place des mécanismes ou des dispositifs de lutte contre le coulage des recettes, de lutte contre les évasions fiscales. Parce que nous avons beaucoup de services, c'est-à-dire des assujettis qui sont dans ces pays, qui minorent d'ailleurs leur chiffre d'affaires. Plusieurs sociétés ici dans ces pays, ils minorent leur chiffre d'affaires. Mais l'État n'est pas à mesure de faire des impositions sur les chiffres d'affaires réels de beaucoup d'entreprises. Regardez, si vous allez au ministère du portefeuille, vous constaterez que le ministère du portefeuille qui devait mobiliser 5 milliards n'arrive même pas à nous apporter 100 millions. Pourtant, vous avez plusieurs entreprises publiques qui sont là, qui doivent en principe apporter de l'argent à l'État. On nomme des mandataires publics qui sont des acteurs politiques dont l'objectif est de puiser de l'argent et injecter dans le fonctionnement des différents partis politiques. Aujourd'hui, on est en train de créer des partis politiques. Est-ce que l'IGF peut auditer tous ces responsables des entreprises publiques? Où est-ce qu'ils prennent leur argent qu'ils injectent dans des partis politiques? Ça, c'est un grand problème. Il y a la déclaration, par exemple, de patrimoine, lorsque vous accédez au pouvoir. Et quelqu'un qui accède au pouvoir avec une maison, il en sort avec des maisons de 3 millions, de 4. C'est l'enrichissement illicite. C'est-à-dire que le travail de la lutte contre la corruption, il est vraiment très vaste. Seul l'IGF ne peut pas. Il faut tous les services spécialisés, ils doivent entrer dans la danse pour que les recettes, au moins une quantité, puissent passer par les circuits normaux. Avec tout ce qu'on a eu à mobiliser comme recettes, pensez-vous que la CENI soit en mesure de nous organiser des bonnes élections? Nous l'avions déjà dit. Il était possible que la CENI organise des élections. Nous l'avions dit qu'il est possible. Pourquoi? La CENI n'est pas à son premier cycle électoral. Aujourd'hui, on a lancé les appels d'offres pour acquérir des matériels, des kits d'enrôlement, tout ça. Jusque-là. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que la CENI a été auditée par la Cour des comptes? Non. On lance les opérations sur base de quoi? On veut acheter de nouveaux matériels sur base de quoi? Parce que nous sommes
Ça, je pense que ça sera le troisième cycle, le troisième cycle électoral, dans le quatrième, le quatrième cycle électoral. Ça nous montre comme si la CENI venait de naître aujourd'hui. Alors, il faut la doter de nouveaux matériels. Vous voyez? Parce que les matériels électoraux coûtent environ 52% du budget de la CENI. 52% du budget. Pour la Cour des comptes, n'est pas entré en danse. Moi, je pense que le nouveau président, ce qu'il ferait, avant même de lancer ses appels d'offres, il devrait demander à la Cour des comptes de faire son audit. Donner à la Cour des comptes même 6 mois seulement faire l'audit et lui dire concrètement qu'est-ce qu'il y a l'existant et qu'est-ce qui manque. Maintenant, on va lancer. Maintenant, c'est comme si on veut tout acheter de nouveau. Même les personnels de la CENI, les bureaux qui viennent de s'installer là. Vous savez qu'on a doté à tout le monde les véhicules. Oui. Pourquoi on les a dotés? On a encore doté des véhicules à ces gens-là. C'est comme si la CENI n'avait pas de charrois automobiles. Ça, c'est un grand problème au niveau de l'administration publique. C'est-à-dire que le ministère des ITPR doit en principe jouer son rôle. Parce que les charrois automobiles de l'État doivent être gérés par le ministère des ITPR. Mais si vous y allez là-bas, il n'y a aucune donnée. C'est une dépense de plus. Il n'y a aucune donnée. Non. Il faut mettre en place des dispositifs pour contrôler. Parce qu'il y a un gouvernement qui sort, un autre entre. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un gouvernement, à chaque fois qu'il y a de nouveaux animateurs qui entrent dans les institutions, il faut leur doter des véhicules? Et pourtant, il faut réduire le train de vie. Effectivement, mais c'est ça le vrai problème. Et des véhicules en question qui consomment 200 litres de carburant. Il faut également revoir tout ça. Donc c'est tout un problème. Moi, je pense que les élections peuvent être tenues si il y a la rationalisation de la dépense publique au niveau de la CENI. On ne doit pas commencer à lancer des appels d'offres comme ça sans un audit sérieux sur la gestion passée des finances de la CENI. Parce que là, on vous dira, j'ai suivi, le président de la CENI a dit, écoutez, il n'y a pas l'argent, on m'a donné que 3 fois jusque-là. Mais non, le décaissement c'est fait. Seulement quand ça ne marche pas, quand on ne reçoit pas, on crie. Lui non plus. Mais quand on utilise, on ne nous dit pas qu'est-ce que vous avez fait. Il faut déclarer votre patrimoine. Au-delà de ça, il faudrait qu'on mette en place la loi organique sur la CENI. Elle a été bâclée. Moi, je connais la vraie version qu'on avait déposée à l'Assemblée. Il y avait de très bons mécanismes de contrôle de la gestion de la CENI. Tout a été enlevé, tout ça, bon. On doit accepter maintenant qu'on puisse gérer l'argent comme on veut. Parce qu'il était prévu que chaque trimestre, il faut que la CENI dépose son rapport financier au Parlement. Il y a des éminences grises qui ont intégré ce nouveau bureau. Je parle de Bissambou, c'est pratiquement un professeur qui a duré longtemps aux côtés de l'État au niveau de la société civile. Moi, je pense que nous ne devons pas parler des individus. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est les systèmes de gouvernance. Les systèmes de gouvernance, mais quand l'individu s'il est mal instauré, parce que vous savez que les fonds des opérations électorales, c'est un fonds spécial d'intervention. C'est-à-dire c'est une dépense urgente qui ne passe pas par les circuits normaux. Et ces systèmes-là de financement nous créent des problèmes. Pourquoi? C'est un système qui n'est pas encadré par des lois. Il n'y a aucun texte qui encadre la gestion des fonds spéciaux d'intervention. Il n'y a aucun texte qui encadre. Alors, si déjà en amont, il n'y a aucun texte, on te donne de l'argent, comment vous allez gérer ça? C'est pourquoi je te dis que les problèmes, ce ne sont pas des individus. Les problèmes, d'abord, c'est les systèmes. Comment nous voulons gouverner? Comment nous voulons gérer ces fonds-là? C'est-à-dire, nous devons mettre en amont des mécanismes pour que celui qui va arriver ne puisse pas s'opposer. Parce qu'aujourd'hui, si on dit, écoutez, nous allons mettre en place des mécanismes pour gérer ces fonds spéciaux d'intervention, il y aura des bruits. Ils vont dire, mais avant, ce n'était pas comme ça. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez les faire pour nous? Il fallait déjà qu'on les mette. C'est pourquoi ceux qui avaient proposé la loi organique de la CENI avaient déjà pensé à mettre tous ces mécanismes-là dans la loi. Mais au niveau du Parlement, les députés ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé. Mais c'est ça, voilà. C'est vrai. Valérie Mandianga, il est chargé de communication de l'ODEP, au Centre de la dépense publique. Avec lui, nous allons pratiquement décrypter ces projets de loi des finances pour l'exercice 2022. Vous avez compris qu'il a plus plaidé pour la restructuration je dirais de l'administration du système qui pourra nous aider à mobiliser encore plus de recettes, plus que les 5 milliards mobilisés en 6 mois par le ministère des Finances. Avant de vous laisser partir, juste un petit mot, un message. Qu'est-ce qu'on doit attendre du projet de loi des finances? À notre avis, il doit d'abord commencer par réduire les trains de vie des institutions.
il faut qu'on puisse baisser. Nous ne voudrons plus voir que les dépenses de 2022 soient doublées en 2023. C'est un mauvais signe. Notamment les voyages à la présidence. Oui, parce que nous avons, vous savez, nous avons des dépenses fixes. Nous avons des dépenses fixes. Par exemple, vous avez la personne du Premier ministre, par exemple. Vous avez une seule personne. On ne peut pas doubler son fonctionnement. C'est la même personne qui a été aujourd'hui, qui sera encore l'année prochaine. On ne peut pas doubler son fonctionnement. Vous avez par exemple en termes d'effectifs. Si par exemple, il a 5 conseillers, on ne peut pas doubler l'effectif, on ne peut pas doubler les rémunérations l'année prochaine. Pourquoi on les double? On les double sur base de quoi? Nous avons des coûts qui sont fixes. Il y a par exemple, vous avez aussi, il y a des acquisitions qui ont été faites cette année. Mais l'année prochaine, vous verrez que les mêmes besoins ont été triplés. Pourquoi? Et pourtant, on doit acheter 5 imprimantes pour 5 personnes. Cette année, nous avons acheté 2 imprimantes. Est-ce que l'amortissement de ces imprimantes-là s'est fait pendant combien de temps? Ça aussi, c'est un grand problème. Donc, ce sont ces aspects-là qu'on doit travailler. Vous avez au niveau de l'Assemblée, nous avons 500 députés qui gagnent déjà bien cette année. Pourquoi l'année prochaine faut-il doubler leurs émoluments? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont plus intelligents, plus dévoués que les autres enseignants. La patrouille financière fait... Oui, vous savez, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire une chose. Vous avez au niveau des 2 chambres du Parlement, les fonds qu'on donne pour le fonctionnement des commissions parlementaires. Qui contrôle ça? Qui contrôle les fonds qu'on alloue pour le fonctionnement des commissions parlementaires? N'est-ce pas son président? Il ne les contrôle pas. Ce n'est pas à lui de contrôler. L'IGF doit aller contrôler cet argent-là. C'est là où les gens se partagent. Moi, je vous souffle une chose. Vous savez, pour débattre de la loi de finances, le projet de loi de finances, pourquoi il y a un engouement, les députés veulent être dans la commission ECOFIN? Pourquoi? C'est juteux. Parce que ce n'est pas moins de 7 millions, c'est moins de 7 000 $ qu'un député touche pour débattre en commission. En commission, ce n'est pas moins de 7 000. Et pour les votes de recevabilité, les votes de recevabilité c'est monnayé. Oh c'est monnayé. Vous voyez à quel niveau nous sommes, je peux dire, excusez-moi, c'est très fort, nous sommes maudits. Parce que ton travail, tu es déjà payé chaque mois. Mais pour recevoir, dire voilà, nous acceptons ces documents, vous voulez qu'on te paye encore. C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup d'argent qui entre. Il est possible de construire beaucoup d'écoles, il est possible de construire beaucoup de centres hospitaliers, publics, et aussi réhabiliter des routes et construire également des entreprises publiques. Plus d'écoles. Plus d'écoles, tout ça, vous voyez. Et pourtant, pour construire juste une raffinerie, nous avons besoin de 5 millions. Et les 5 millions qu'on gaspille ici, on achète des véhicules à 27 millions. On achète des véhicules à 50 millions pour des députés. Et si ces fonds-là... Et l'argent qu'on sort en moins... Et si ces fonds-là qu'on doit investir quelque part, ça nous permet de stimuler la croissance, ça nous permet de créer des emplois, de donner un bon salaire aux Congolais. Ça nous permet également de présenter une bonne image de notre pays à l'extérieur. Je rappelle qu'il est chargé de communication. Peut-être que nous mettons un point final à notre émission d'aujourd'hui, à moins qu'il ait encore un mot à dire. S'il n'y en a pas, je pense que voilà, il nous a dit merci. Et surtout nous qui avons profité de cette connaissance et surtout des choses qu'on ne connaissait pas par rapport au fonctionnement de l'État et surtout à l'exécution du budget de finances exercice 2022. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission. Au revoir.